Bonsoir, bienvenue, merci de regarder Face à Face. Bonsoir, Major Magui Jean Privat. Bonsoir, Madame Jean-Élie. Comment allez-vous? Ça va, Ça aujourd'hui, va? oui, ça va. Merci d'avoir accepté mon invitation. On s'est rencontrés le 25 novembre, un petit peu avant. Le 20 novembre. Le 20 novembre, à l'occasion de la projection d'un film, Jeune mère, qui était diffusé par le Soir Optimiste dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, donc qui a lieu le 25 novembre chaque année. Et alors, vous étiez venu parler de la Maison de la protection des familles, qui était une institution qui a été créée par une loi dans le cadre de l'après-Grenelle des violences conjugales en 2019 et qui a été inaugurée en Martinique en 2022. Je dois vous dire que je ne connaissais pas l'existence de cette structure et donc je vous ai demandé de venir nous raconter un peu. Vous êtes commandant de la Maison de la protection des familles. Donc je l'ai dit, c'était créé, donc elle a été inaugurée par le ministre de l'Intérieur d'alors, M. Darmanin, en octobre 2022. Donc vous avez 3 ans. À quoi elle sert, cette maison? Alors, la Maison de protection des familles, comme vous l'avez dit, c'est une unité spécialisée de la gendarmerie, spécialisée dans le domaine des violences intrafamiliales et des violences faites aux mineurs, des violences sexuelles et de la maltraitance faite sur les mineurs. Donc, cette Maison de protection des familles a été, en fait, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui a été inauguré parce qu'on a concilié 2 unités, la brigade de protection des familles et la brigade de prévention de la délinquance juvénile. Donc vous aviez la charge avant? Avant, oui, avant de... Oui, de 2012 à 2017, voilà, vous étiez en charge spécifiquement de la brigade BPDJ. de prévention. Voilà. De 2012 à 2017, j'ai commandé ici en Martinique la BPDJ, la brigade de prévention de la délinquance juvénile, qui ne s'occupait que des jeunes. Donc, qui faisait de la prévention et tout ce qui est appui judiciaire en matière d'audition de mineurs victimes de violences sexuelles et de maltraitance. Mais tout ce qui concernait les violences intrafamiliales, les violences conjugales et les violences intrafamiliales, on ne s'en occupait pas parce que ce n'était pas notre mission. Là maintenant, depuis qu'on a créé la Maison de protection des familles, on a à charge également cette mission de violences intrafamiliales. Y compris donc conjugales, enfin, voilà. C'est les adultes. Y compris conjugales, oui. Je vais juste redonner un chiffre, on en a un peu parlé autour du 25 novembre. Donc, 2024, 1213 plaintes pour violences conjugales. Les gens qui viennent là, ce sont des gens qui viennent pour porter plainte, ce sont des gens qui viennent... Est-ce que ça se traduit forcément par un dépôt de plainte Alors, même s'il n'y a pas de dépôt de plainte, dès le moment où nous, on est saisis, où nous, on est sollicité, que ce soit par le signalement d'un voisin ou par des constatations, on va procéder, on va faire une procédure. Voilà. En gendarmerie, c'est comme ça. Et même, je pense que pour le ministère de la Justice, c'est comme ça. Dès le moment où on a constaté qu'il y avait des violences conjugales ou des violences intrafamiliales, une procédure est obligatoire. On ne peut pas y déroger, cette procédure. Donc, le procureur de la République est informé et devra prendre une décision à l'issue de cette procédure. Oui. On ne peut pas faire une main courante, par exemple, pour des violences intrafamiliales. C'est fini ce temps-là. Et alors, donc, combien de personnes? Donc, vous avez un peu plus de 3 ans. Donc, depuis l'inauguration. Mais bon, vous connaissez la problématique des violences sur mineurs. Oui. Quel est le profil, de votre point de vue, de femme en plus, à la tête de ces unités, le profil des victimes et le profil aussi des agresseurs? Alors, en ce qui concerne les mineurs, il n'y a pas de profil type. Oui. Ni même les agresseurs, ni même les victimes. Ça peut concerner n'importe quel cercle familial, n'importe quel cercle amical, et même dans des clubs sportifs. Donc, il n'y a pas de profil type, ça peut arriver à n'importe qui et à n'importe quel moment. Et le type de violence, c'est quoi? C'est beaucoup d'agressions sexuelles, de viols. Ici, en Martinique, on a beaucoup d'agressions sexuelles et de viols. Ce que je peux vous dire, c'est que 80% de ces faits se passent dans un cadre familial ou très proche de la famille. Et les femmes, les violences conjugales, de quel type? Donc, c'est coups et blessures, violences psychologiques, On a des deux, mais beaucoup plus de coups et blessures, effectivement. Encore dernièrement, on a eu pas mal de violences conjugales. Alors, je ne dirais pas qu'il y en a plus, je dirais qu'elles sont plus graves, ces violences. Là, elles ont augmenté de 1%. Voilà, exactement. Oui. Chez nous, de 0, mais ça va. On va dire les plaintes, je parle des plaintes. Oui, on va dire que ça va jusqu'à 1% entre les faits de 2024 et les faits de 2025. Oui. Pour l'instant, les chiffres ne sont pas stabilisés puisque l'année n'est pas terminée.
Mais effectivement, on a une toute petite augmentation comparée aux années précédentes. Les années précédentes, on avait une... Donc le profil, c'est quoi? Il n'y a pas de profil chez les victimes. Je veux dire que celles qui dénoncent les faits, vous ne pouvez pas dire que quelqu'un qui a une situation économique, une situation professionnelle ne sera pas victime de violence. Oui. Tout le monde peut être victime de violence à l'intérieur du couple, et n'importe quel je ne vais pas dire un homme, même si c'est 80% des cas des auteurs, peut être l'auteur de violence. Comment vous recevez? Parce que on a entendu parfois des femmes se plaindre de la façon dont leur parole était reçue. Ou aussi, on peut critiquer la façon dont la parole des enfants aussi est reçue et parfois n'est pas entendue. Comment vous avez été formé à ça, comment vous accueillez cette parole et comment vous recevez les plaintes? On a de plus en plus de personnels qui sont formés, des personnels qui sont dits experts en la matière, que ce soit pour les mécanismes vifs, violences intrafamiliales, que pour les auditions des mineurs victimes de violences sexuelles et de maltraitance. On a de plus en plus de personnes formées, notamment sur le territoire. On fait la demande pour qu'il y ait des personnes formées qui arrivent. Ils sont formés en psychologie? En psychologie, en écoute, en prise en compte des victimes, parce qu'on sait très bien qu'une victime de violence conjugale ne va pas se comporter de la même manière. Donc, autant avant, il y a quelques années, avant, on recevait ces dames et on ne comprenait pas pourquoi elles restaient dans cette position alors qu'elles pouvaient, selon les premières approches, elles pouvaient s'en départir. On ne comprenait pas pourquoi elles restaient. Maintenant, on forme les gens, les enquêteurs, les personnels dans les unités à comprendre justement cette psychologie, cette emprise qu'a l'auteur sur la victime. On ne demande pas, par exemple, moi j'ai en tête un témoignage d'une jeune femme qui demandait, victime de viol, disant comment tu t'es habillée. On ne demande pas. Alors, dans l'audition, alors on a toute une trame, on a une trame maintenant. Dans notre logiciel, il y a une trame à respecter parce qu'on va poser énormément de questions. Une audition pour une femme qui a été victime d'un viol, je parle d'une adulte, il y a énormément de questions, qui est victime de violence conjugale, il y a énormément de questions et il y a différents... On peut lui demander comment elle est habillée. Pas comment elle est habillée, mais on va lui demander parce qu'on va saisir les vêtements si les faits viennent de se passer. Donc voilà, on va lui demander pas comment elle est habillée, mais qu'est-ce qu'elle portait. C'est pas la même chose. Voilà, pour récupérer les vêtements, parce qu'on va saisir les vêtements, on va faire des expertises dessus, expertises scientifiques dessus. Donc si elle est habillée de la même manière que lorsqu'elle se présente, on ne va pas lui demander comment elle est habillée pour cibler une manière. Éventuellement une attitude qui serait provocatrice ou provocante. C'est pas dans ce sens-là. On va lui demander effectivement ce qu'elle portait, mais c'est pour pouvoir saisir les vêtements qu'elle portait. Et maintenant, voilà, comme je disais, les enquêteurs sont de plus en plus formés. Il y a des formations en France hexagonale avant d'arriver, mais il y a également des formations sur place. Et nous effectuons également des formations au profit de nos personnels. Combien vous êtes pour recueillir... Alors, à la Maison de protection des familles, nous sommes 5. 5 en tout. Voilà. Et donc, vous êtes basé à Redoute. Oui. Il y a d'autres antennes ailleurs? Oui, alors on a 2 autres antennes. On a une salle Mélanie, comme vous le disiez, sur Redoute. On a une au Marin et on a une autre au Lamentin. Alors, on a voulu en mettre en œuvre une sur Trinité. Malheureusement, nos infrastructures ne l'ont pas permis. D'où cet intérêt pour l'association Sœurs Optimistes. Alors précisément, donc vous avez un petit peu anticipé la fameuse salle Mélanie. Donc vous allez la décrire. Donc quand on s'est vu, vous aviez parlé effectivement de ce projet, parce que Sœurs Optimistes cherche à récupérer des fonds pour vous aider à la mettre en œuvre dans le Nord Atlantique. C'est quoi une salle Mélanie? Alors une salle Mélanie, c'est un espace particulier. C'est-à-dire qu'on ne peut pas recevoir une victime de violence sexuelle, un mineur victime de violence sexuelle, dans le même cadre qu'une personne qui vient pour un dépôt de plainte, pour un délit de fuite, pas dans un bureau. Donc la salle Mélanie, c'est vraiment un espace particulier qui est agencé pour recevoir des mineurs. Ce n'est pas un bureau, c'est vraiment une pièce particulière dans laquelle vous allez trouver quelques jouets, quelques feuilles, parce que l'audition de mineurs va durer entre 1 heure et un peu plus d'1 heure. Il faut qu'on fasse une pause pendant cet entretien. Et pendant la pause, il faut que le mineur puisse essayer de se détendre un petit peu. Donc, on va le mettre en confiance. On va effectuer une approche pour le mettre en confiance. Donc, on a besoin d'un espace qui ne ressemble en rien d'autre et qui ne ressemble surtout pas à un bureau conventionnel. Donc, cette salle Mélanie, il y a des meubles qui sont particuliers. Et surtout, ce qu'il y a, c'est une caméra pour pouvoir enregistrer les propos du mineur. Et alors, donc, le mineur, en l'occurrence, est interrogé par un gendarme, tout à fait, par une des 5 personnes, ou par vous. Oui.
Mais il y a des experts aussi, parce que la parole d'un enfant, est-ce que vous êtes On accompagné est experts. par... Vous êtes expert On aussi? est experts, D'accord. en fait. Dans mon unité, tous les personnels sont experts auditeurs Mélanie. C'est-à-dire qu'on a suivi une formation en France hexagonale de 2 ou 3 semaines, une formation où on a pu s'entretenir avec des psychologues, avec différents experts dans le domaine des enfants, de l'enfance. Et ces experts nous ont donné des savoirs. D'accord. Et grâce à ces savoirs-là, eh bien, on arrive à mieux, justement, communiquer avec les mineurs. Une fois que l'enfant est entendu, qu'est-ce qui se passe? Alors, l'enfant, on ne va pas dire entendu parce que c'est un entretien. C'est-à-dire que nous, pendant qu'on... Écoutez, alors. Voilà, on écoute et on prend quelques notes le moins possible. Donc, cet entretien-là est enregistré. Donc, une fois que l'enfant a été entendu, après, il y a d'autres actes d'investigation à faire avec d'autres enquêteurs, comme ça peut être avant ou après son examen médical avec les experts de l'unité médico-judiciaire. Une fois que l'enfant est entendu, on le reconfie à son parent s'il n'est pas auteur des faits. Et ensuite, nous, on va prendre du temps pour retranscrire tous les propos qu'il nous a eus. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'occuper l'esprit, nous, pendant cet entretien. On va vraiment décerner du temps, voilà, être dans l'échange avec l'enfant. On ne va rien faire d'autre que l'écouter et essayer de rassembler les éléments de preuve, puisqu'on a besoin quand même des éléments de preuve pour pouvoir confronter l'auteur. Je ne sais pas si je vous ai posé la question. Combien d'enfants vous avez pu recevoir dans ces salles Mélanie qui sont implantées à Redoute? Alors, je vais vous dire un chiffre global. Oui. Pour l'année 2025. Depuis le début de l'année 2025, on est à 186 mineurs. C'est en progression? Oui. D'accord. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, en tant que... Vous êtes donc commandante de cette maison de protection des familles, vous êtes aussi martiniquaise, vous êtes une femme. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces chiffres? Alors, je ne vous dirai pas qu'il y a plus de mineurs qui sont victimes. Je dirais que la parole se libère plus facilement. Et que les gens n'hésitent pas, enfin, que ce soit les mineurs ou les parents, n'hésitent pas à dénoncer les faits qui sont commis. Oui. Et quelque part, ça me rassure parce que nous aussi, dans nos missions, on doit faire de la prévention dans différents domaines. Et je me dis que là, on touche un peu plus de public et qu'avec tous ensemble, avec les autres associations, les autres structures... Et puis une émission comme celle-ci. Voilà, des émissions comme celle-ci, on arrive à toucher plus de monde. Et ça fait que les gens, ils se rendent compte qu'il se passe des choses qui ne sont pas normales et qu'on ne peut plus garder secret. Donc, on dénonce ces choses. Voilà. Merci beaucoup, Major Maggie Jean Privat. Merci. Je vous en prie. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour un prochain Face à Face sur ATV. Bye bye, à bientôt.